Imaginez la scène. Dans la lumière blafarde de l'aube, un ministre burkinabé en pyjama, encerclé par des soldats lourdement armés, est arrêté devant sa famille terrifiée. Les caméras du monde entier captent son humiliation, tandis que les murmures de trahison, d'espionnage et de complot d'assassinat grondent déjà dans l'air. Ce matin-là, au cœur du Burkina Faso, un drame national se joue sous les yeux d'un peuple encore endormi, mais dont le destin est sur le point de basculer. Il est exactement 6 heures du matin. La ville retient son souffle, enveloppée dans la brume. Devant la maison du ministre, des hommes en uniforme attendent, immobiles comme des statues, les traits figés par la tension de la mission. Parmi eux, certains sont des vétérans des forces spéciales, d'autres de jeunes recrues dont le regard trahit l'inquiétude. Le ministre ouvre la porte, sûr de lui, inconscient que, d'ici quelques secondes, sa vie va être pulvérisée. Brusquement, il se retrouve menotté, exposé devant son épouse pétrifiée, ses enfants en larmes et les caméras convoquées par le président lui-même. La scène est orchestrée, calculée pour marquer les esprits et transmettre un message d'une rare brutalité. L'arrestation n'est pas un simple acte de justice, c'est un spectacle public, une démonstration de force et de détermination. Accusé de haute trahison, il n'a droit à aucune discrétion. Le chef de l'État veut faire de ce moment une leçon pour tous. Nul n'échappe à la loi, pas même les plus puissants. Le dossier d'accusation est implacable. Pendant plus de 3 années consécutives, ce ministre aurait transmis les secrets les plus sensibles du Burkina Faso à la CIA en échange d'une somme considérable. Les preuves s'accumulent. Enregistrements de conversations secrètes, virements bancaires depuis des sociétés fictives créées par la CIA, photographies de rencontres clandestines à l'étranger, documents confidentiels subtilisés au cœur du pouvoir. Les enquêteurs ont patiemment tout collecté, chaque pièce ajoutant du poids à l'accusation. Devant les journalistes, le président prend la parole. Il ne cherche pas à adoucir la vérité. Il décrit un ministre corrompu par l'argent américain, prêt à vendre la souveraineté de son peuple pour 400 000 $. Les mots sont durs, les regards sont tendus. L'enjeu est immense. Mais l'affaire dépasse l'espionnage. Le dossier révèle des plans d'assassinat politique, des échanges secrets avec des agents étrangers, la préparation d'un coup d'État. Tout un réseau, financé et dirigé depuis l'étranger, menace l'équilibre de la nation. Face à la gravité des faits, le président choisit la brutalité et la transparence. Il veut que personne n'oublie ce matin-là, que chaque citoyen comprenne que la trahison ne sera plus jamais tolérée. La crédibilité du gouvernement, la confiance du peuple, la sécurité nationale et l'avenir politique du Burkina Faso sont en jeu. Mais surtout, le chef de l'État défie la superpuissance américaine. Il brise le silence sur l'ingérence occidentale, envoyant un avertissement à toute l'Afrique. La souveraineté n'est pas à vendre. Désormais, toute trahison sera exposée et châtiée, sans exception. Mais comment ce ministre en est-il arrivé là? Quelles failles, quelles ambitions et quelles alliances secrètes l'ont mené à trahir tout un pays? Pour comprendre, il faut revenir sur l'histoire des ingérences étrangères en Afrique et sur les méthodes insidieuses employées pour manipuler les dirigeants. Depuis plus d'un demi-siècle, l'Afrique n'est pas seulement un continent riche en or et en pétrole. Elle est devenue un terrain d'ombre où se mêlent ambitions étrangères et lutte pour la souveraineté. Souvenez-vous par exemple de l'histoire du Congo dans les années 60. Patrice Lumumba, leader charismatique, fut renversé dans une opération orchestrée par la CIA et par les services belges, alors que le pays venait d'obtenir son indépendance. Son assassinat a marqué le début d'une longue série d'interventions étrangères sur le continent africain. Mais comment une puissance comme la CIA s'y prend-elle, en pratique, pour infiltrer un gouvernement africain et manipuler son destin? Plongeons dans les coulisses du Burkina Faso, où chaque décision peut changer l'équilibre d'un continent. Tout commence dans les années 60, quand la France, le Royaume-Uni et surtout les États-Unis placent l'Afrique au cœur de leur stratégie mondiale. Depuis la guerre froide, l'ingérence est constante. Financement de coups d'État, manipulation d'élections, soutien à des dictateurs ou infiltration directe. À Madagascar, par exemple, l'élection de 2001 a été marquée par de multiples interventions étrangères,
chaque puissance cherchant à placer ses pions. La CIA, avec ses moyens colossaux et ses réseaux, joue un jeu subtil. Elle s'appuie sur la fragilité humaine, la cupidité, la peur, l'ambition ou le désespoir, pour retourner les plus haut placés. Recruter un agent au sein d'un gouvernement africain suit un schéma éprouvé. Cela commence par des promesses, des sommes atteignant plusieurs centaines de milliers de dollars américains versés sur des comptes offshore. S'ajoutent des offres de carrières internationales, d'asile si les choses tournent mal, ou d'influence auprès de puissants alliés. Lorsque la persuasion échoue, vient le chantage, menaces sur la famille, révélation de secrets, pressions insidieuses ou brutales. Chaque ministre, chaque haut fonctionnaire devient alors une cible potentielle. Prenons un exemple historique. En Guinée en 1970, Sékou Touré a fait face à une tentative de coup d'État appuyée par des puissances étrangères. Plusieurs de ses collaborateurs furent approchés, soudoyés, parfois menacés, pour trahir le régime. Certains ont résisté par conviction, d'autres ont cédé à la tentation, prouvant qu'aucun système n'est à l'abri de la subversion. Pourquoi le Burkina Faso attire-t-il tant de convoitises? Sa position enclavée en Afrique de l'Ouest cache un trésor, des sous-sols riches en or, en manganèse, en uranium. Ces ressources sont vitales pour les industries et technologies mondiales. Mais au-delà de la richesse, c'est la situation stratégique du pays qui attise la compétition. La Chine, la Russie et l'Occident se disputent l'allégeance burkinabé, persuadés que contrôler Ouagadougou, c'est disposer d'une clé régionale, tant militaire qu'économique. Dans ce jeu d'influence, la vulnérabilité des États africains dépasse la seule économie. Elle est politique, mais aussi psychologique. Comment repérer la trahison quand elle se joue au sommet, entre collègues de cabinet, dans la discrétion des bureaux tapissés? La confiance devient un luxe. Les signes d'infiltration sont ténus. Une décision étrange, une fuite d'informations, une résistance inattendue à une réforme clé. Trop souvent, il est déjà trop tard. Le poison s'est diffusé, sapant la souveraineté et fragilisant la nation. Fermer les yeux sur ces menaces, ou les reléguer au rang de rumeurs, c'est risquer la perte des mines nationales, la chute du gouvernement, la spoliation des richesses, et parfois l'effondrement de l'état de droit. L'histoire africaine est marquée de drames. Leaders charismatiques renversés, peuples appauvris, générations sacrifiées sur l'autel de l'ingérence étrangère. Mais au Burkina Faso, un événement va briser ce cycle de manipulation. Un ministre, infiltré, va être démasqué publiquement, bouleversant toutes les règles du jeu. Durant 3 longues années, un ministre burkinabé a trahi son pays, vendant chaque secret, chaque faiblesse, chaque plan stratégique à une puissance étrangère. Les conséquences ne tardent pas. Lors de négociations internationales, les adversaires anticipent chaque position du Burkina Faso. Des contrats essentiels échappent, inexplicablement, aux mains du pays, tandis qu'à chaque échec, l'ombre d'une trahison s'épaissit tout en haut de l'État. L'alarme se répand en silence. Le système officiel tarde à réagir, paralysé par la peur des représailles ou la crainte d'une erreur. Quelques patriotes, refusant l'impuissance, décident d'agir. Ils mettent sur pied un réseau secret de contre-espionnage, indépendant, animé par un seul credo. Défendre la souveraineté du Burkina Faso, coûte que coûte. Leur enquête commence dans la clandestinité la plus totale. Ils remontent chaque piste, surveillent les déplacements, analysent les communications. Les semaines filent, puis les mois. Des écoutes décryptent des messages codés, saisissent des rendez-vous nocturnes, captent des promesses chuchotées dans l'obscurité. La voix du ministre apparaît, claire, livrant des informations capitales à des interlocuteurs étrangers. Les preuves s'accumulent. Enregistrements audio, documents signés, photographies de rencontres secrètes. Mais surtout, ils découvrent des transferts bancaires suspects. Sur 3 années, plus de 400 000 $ transitent, via des sociétés écrans, vers un compte appartenant au ministre. Chaque virement raconte la même histoire, celle d'une ingérence orchestrée, d'une corruption méthodique. Le piège se referme. Chaque photo, chaque signature, chaque relevé bancaire tisse un filet inéluctable autour du traître. Désormais, il ne s'agit plus de soupçons, mais de certitudes.
la contre-espionnage détient des preuves que personne ne pourra contester. Dans les sous-sols du palais présidentiel, la tension est palpable. La moindre fuite peut faire tout basculer. L'opération doit rester secrète jusqu'à son terme, car de sa réussite dépend la crédibilité même de l'État, sa capacité à se défendre contre d'autres complots et la confiance du peuple dans ses institutions. Au petit matin, lorsque les enquêteurs sont certains de tout tenir entre leurs mains, l'ordre d'arrestation tombe. Tout le pays retient son souffle. Le moment de vérité est arrivé. Faut-il étouffer le scandale pour préserver l'image du pouvoir, ou exposer la trahison et affirmer une souveraineté intransigeante? La décision, aussi cruciale que risquée, va définir la posture du Burkina Faso face au monde. L'heure du choix approche, et personne ne peut en prévoir les conséquences. Le procès ne sera pas secret. C'est un acte public, pensé comme un choc, un avertissement lancé à toute l'Afrique et au monde entier. Dès l'aube, l'arrestation du ministre fait l'objet d'une mise en scène implacable. Les caméras, sans filtre, filment en direct un homme en pyjama, abasourdi, menotté devant sa famille et ses voisins. La honte, la peur, le silence pesant. Tout le pays assiste à la chute du traître. Rien n'est caché, chaque image martèle la sévérité du pouvoir. Quelques heures plus tard, la capitale explose de rumeurs. Une conférence de presse rassemble des journalistes venus de plus de 20 nations. Le président entre, visage fermé. Il ne lit pas de discours. Il parle d'une voix glaciale. Le ministre a livré les secrets du pays, vendu son honneur contre de l'argent venu d'Amérique, ourdi un complot d'assassinat et tenté de provoquer un coup d'État. Les preuves défilent sans pitié. Extraits de conversations, transferts bancaires de centaines de milliers de dollars, photos de rencontres secrètes avec des agents américains, documents retrouvés sur des comptes à l'étranger. Tout est montré, rien n'est laissé à l'imagination. L'opinion, nationale comme internationale, reçoit le choc de la vérité brute. Au même moment, une mesure radicale tombe. L'ambassadeur américain reçoit l'ordre de quitter le territoire sous 72 heures. 3 agents, nommément désignés comme espions, sont expulsés. La rupture diplomatique est instantanée, irrévocable. Les États-Unis réagissent aussitôt. Menaces à peine voilées, ultimatums, promesses de représailles économiques. Mais le Burkina Faso affiche une fermeté inédite. Le message est sans appel. La souveraineté ne se négocie plus. Toute tentative de manipulation ou de corruption de l'élite nationale sera exposée, combattue, preuves à l'appui, sous les yeux du monde. Ce choix n'est pas sans risque. L'ombre de l'isolement international plane. Des sanctions économiques pourraient s'abattre sur un pays déjà vulnérable. Mais la dignité, l'intégrité et la souveraineté valent plus que toutes les aides sous condition. Ce procès, spectacle sans précédent, bouleverse les équilibres et redéfinit la puissance sur le continent africain. Il pose une question brûlante aux autres nations. Accepter l'humiliation ou relever la tête, quitte à tout perdre. La tension atteint son sommet. Pourtant, dans le tumulte, d'autres enjeux, plus profonds, s'annoncent déjà. Des débats essentiels pour l'avenir du continent s'apprêtent à surgir. Mais tout cela n'est qu'un début. Derrière le rideau de la crise, une bataille plus vaste s'organise, prête à bouleverser le destin du pays. Peut-on véritablement stopper l'ingérence étrangère? Oui, mais cela exige un acte rare, affronter la vérité, preuve en main, devant tous. Cette affaire révèle une leçon capitale pour chaque dirigeant africain, mais aussi pour chaque citoyen. Aucun pays ne peut défendre sa souveraineté sans un renseignement interne, indépendant et solide. Seuls ces réseaux permettent de déceler, démanteler et dissuader toute infiltration venue de l'extérieur. Chaque nation doit investir dans la formation d'agents fiables, profondément enracinés dans la société, immunisés contre les pressions étrangères. Sans cette vigilance, la souveraineté n'est qu'une illusion fragile. Mais la surveillance ne suffit pas. Il faut aussi exposer la vérité, sans détour. La force de la transparence radicale, c'est de dévoiler chaque preuve, chaque transaction, chaque message compromettant. C'est ce qu'a fait le Burkina Faso, rendre publics les enregistrements, les virements, les plans secrets. Ainsi, le masque de l'ingérence est tombé et personne ne peut nier la réalité.
Cette méthode brise le cycle de la peur et du secret. Elle montre aux citoyens et au monde entier que nul n'est intouchable, pas même un ministre. Plus encore, elle rend à la justice sa force, jugée en public, condamnée sans marchandage, sanctionnée avec sévérité. Une trahison d'État n'est pas une simple faute administrative. C'est une attaque contre la vie, la liberté et l'avenir de millions de personnes. La justice doit donc être implacable, peines exemplaires, absence de pardon, refus de toute négociation. C'est ainsi que la confiance du peuple renaît et que les prochains traîtres réfléchissent à 2 fois. Refuser l'impunité, c'est défendre la dignité de la nation et la sécurité de tous. Ce devoir d'exemplarité va au-delà des frontières nationales. Chaque pays africain a la responsabilité de montrer que l'impunité n'est pas une fatalité. Par la rigueur et le courage, chaque nation inspire ses voisins et renforce une solidarité nouvelle contre l'ingérence étrangère. La souveraineté africaine ne s'obtient pas par des discours, mais par des actes qui font école. L'enjeu est vital. Ne pas apprendre de ces événements, c'est risquer de nouvelles trahisons, la captation de nos ressources et la répétition d'une histoire où d'autres décident à notre place. Refuser l'impunité, c'est protéger l'indépendance politique, la sécurité collective et la dignité de chaque citoyen. Devant la menace, l'Afrique fait face à un choix, s'organiser, s'unir ou s'incliner. La transparence et la sévérité sont les armes de la résilience, les seules capables de transformer le mot « souveraineté » en réalité vécue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce procès exemplaire a provoqué une onde de choc dans toute la région. Les conséquences du scandale ne font que commencer à se faire sentir. La souveraineté ne se marchande pas. Elle s'impose, elle se défend, elle se vit chaque jour. Imaginez, que feriez-vous si votre avenir, celui de vos enfants, votre dignité elle-même, était sacrifié pour quelques centaines de milliers de dollars américains? Aujourd'hui, le Burkina Faso a refusé de vendre son âme. Les autorités ont révélé, sans détour, la trahison d'un de leurs propres ministres. Un homme qui, pour moins d'1 demi-million de dollars, a livré des secrets d'État et accepté de servir les intérêts d'une puissance étrangère. Ce choix de transparence n'est pas une simple démonstration de force. C'est un signal d'alarme adressé à tous les citoyens. Chaque silence acheté, chaque complot toléré, chaque faiblesse acceptée coûte la liberté. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme arrêté devant sa famille, humilié devant la nation, enfermé dans une cellule froide. C'est l'histoire d'un peuple qui refuse de se laisser voler son destin, qui ne veut plus fermer les yeux. Car le prix du silence, c'est la perte de tout ce qui fait la fierté d'une nation. Face à ce scandale, une question s'impose à chaque citoyen, à chaque responsable. Consentiriez-vous à ce que la souveraineté de votre pays soit bradée pour quelques centaines de milliers de dollars? Accepteriez-vous que la sécurité, la richesse, le futur de vos enfants soient compromis au profit d'intérêts étrangers? La vraie souveraineté ne s'exhibe pas seulement dans les discours ou les parades. Elle se prouve par le courage de dévoiler la vérité, de rendre des comptes, de refuser l'impunité. Aujourd'hui, le Burkina Faso montre la voie, mais demain, qui aura le courage de suivre? Pour mieux comprendre la portée de cette affaire, il faut revenir sur d'autres moments clés de l'histoire africaine qui illustrent comment la souveraineté peut être contestée, puis reconquise. Par exemple, regardons le cas du Ghana dans les années 50 et 60. Le président Kwame Nkrumah, figure de proue du panafricanisme, a dû faire face à des tentatives de déstabilisation orchestrées par des puissances étrangères, notamment parce qu'il prônait une indépendance réelle vis-à-vis de l'Occident. Après son renversement, des documents déclassifiés ont révélé l'implication directe de la CIA dans le coup d'État de 1966. Cette leçon historique a marqué toute une génération de dirigeants africains, leur montrant que la vigilance devait être permanente. Dans le contexte burkinabé, la vigilance s'est traduite par la création d'un service de contre-espionnage moderne, composé d'experts formés aussi bien localement qu'à l'étranger. Ces agents utilisent aujourd'hui des technologies de pointe, comme l'analyse des métadonnées, la surveillance électronique et la cryptographie, mais ils n'oublient jamais l'importance du renseignement humain. Chaque informateur, chaque source, chaque agent double potentiel est évalué avec rigueur.
Des simulations de recrutement sont organisées pour tester la loyauté des hauts fonctionnaires. Les collaborateurs sont parfois soumis à des tests de résistance à la corruption, inspirés de méthodes utilisées par le Mossad israélien ou le MI6 britannique. À côté de ces efforts institutionnels, la société civile joue un rôle essentiel. Des ONG locales sensibilisent la population à l'importance de la souveraineté. Des campagnes de communication expliquent que l'intégrité nationale ne se limite pas à l'armée ou au gouvernement, mais concerne chaque citoyen. Par exemple, une initiative récente a mobilisé des étudiants pour surveiller les appels d'offres publics afin de détecter toute tentative de manipulation ou d'ingérence. Cette vigilance citoyenne, bien que parfois discrète, constitue un rempart puissant contre les infiltrations. Mais la lutte pour la souveraineté ne se limite pas à la défense contre l'espionnage. Elle implique aussi la revalorisation des ressources nationales et la maîtrise des chaînes de production. Au Burkina Faso, après l'éclatement du scandale, plusieurs contrats miniers ont été renégociés pour garantir une meilleure part des revenus au pays. Des audits transparents ont été menés, impliquant des experts indépendants venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Ces audits ont permis de révéler des pratiques frauduleuses et de récupérer des millions de dollars détournés. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso n'a pas hésité à renforcer ses alliances régionales. Le pays a initié la création d'un cercle de coopération en matière de sécurité avec ses voisins immédiats, notamment le Ghana, le Mali et la Côte d'Ivoire. Ensemble, ces États partagent des renseignements, organisent des exercices conjoints de lutte contre le terrorisme et l'espionnage, et harmonisent leurs politiques de cybersécurité. Cette dynamique régionale rappelle le modèle de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale, où la collaboration économique et sécuritaire a permis de prévenir de nouveaux conflits et d'affirmer une souveraineté collective. Face à l'isolement international et aux sanctions potentielles, le Burkina Faso a aussi misé sur la diversification de ses partenariats. Le pays a ouvert de nouvelles discussions avec des puissances émergentes, notamment la Turquie, l'Inde et le Brésil, qui cherchent à investir dans l'agriculture, l'énergie solaire et l'éducation. Cette stratégie rappelle celle adoptée par l'Éthiopie sous Meles Zenawi, qui a su tirer parti de la concurrence internationale pour financer son développement sans céder sa souveraineté. Sur le plan intérieur, le choc du scandale a déclenché un vaste débat national. Dans les écoles, les universités, les quartiers, on discute des moyens de renforcer l'intégrité des institutions. Des ateliers de formation sont organisés pour les fonctionnaires, les policiers, les juges et les journalistes. L'objectif est de promouvoir une culture de la transparence et de la responsabilité, afin que plus jamais un ministre ne puisse trahir son pays sans être repéré. Ces efforts sont accompagnés de réformes juridiques majeures. Le code pénal a été amendé pour alourdir les sanctions en cas de trahison ou de corruption au plus haut niveau de l'État. De nouveaux mécanismes de protection des lanceurs d'alerte ont été instaurés, inspirés des modèles sud-africains et rwandais. Désormais, toute personne signalant une tentative de corruption ou d'ingérence étrangère bénéficie d'une immunité et d'une protection renforcée. Mais la résilience nationale ne se construit pas en un jour. Elle repose sur une mobilisation constante de toutes les forces vives du pays. Les artistes, les écrivains, les cinéastes s'emparent du sujet et créent des œuvres qui interrogent la notion d'identité, de loyauté et d'engagement. Des films documentaires, des romans et même des chansons populaires racontent l'histoire du ministre traître, non pas pour glorifier la chute, mais pour rappeler que chaque génération doit choisir son camp. Et si l'on regarde au-delà du Burkina Faso, on constate que ce procès a inspiré d'autres gouvernements africains. Au Tchad, un ministre soupçonné d'espionnage pour une puissance étrangère a été arrêté, cette fois dans la discrétion, mais jugé publiquement. Au Nigeria, une commission d'enquête parlementaire a été créée pour examiner les contrats d'armement, souvent suspects d'influence étrangère. Au Sénégal, la société civile a lancé une pétition pour exiger plus de transparence dans les relations avec les multinationales. La solidarité africaine, longtemps affaiblie par les rivalités internes et la méfiance, semble se renforcer à travers ces épreuves. Des forums régionaux réunissent désormais des experts en sécurité, des magistrats et des représentants de la société civile pour échanger des bonnes pratiques et élaborer des stratégies communes. L'Union africaine,
longtemps critiqué pour son inefficacité, a adopté une résolution condamnant l'ingérence étrangère et appelant à l'établissement d'un mécanisme continental de veille contre l'espionnage. Mais la lutte pour la souveraineté ne sera jamais achevée tant que subsisteront les tentations de la corruption et les failles institutionnelles. C'est pourquoi il est essentiel de rappeler à chaque citoyen, à chaque responsable, que la vigilance est l'affaire de tous. Des programmes de sensibilisation sont lancés dans les écoles, où l'on enseigne l'histoire des grandes trahisons et des grandes résistances, pour inculquer dès le plus jeune âge le sens du devoir envers la nation. Au-delà de la répression, des initiatives sont prises pour offrir aux jeunes des perspectives d'avenir. Des incubateurs de start-up sont créés pour encourager l'innovation locale, afin que la jeunesse burkinabé ne soit plus tentée de chercher fortune ailleurs ou de succomber aux promesses d'agents étrangers. Le développement économique, l'éducation de qualité et la justice sociale deviennent des piliers de la nouvelle souveraineté. Sur le plan international, la posture du Burkina Faso a modifié le regard des autres nations. Certains pays occidentaux, bien que critiques, ont été forcés de reconnaître la légitimité de la démarche burkinabé. Des discussions sont engagées au sein des Nations Unies pour renforcer les normes contre l'ingérence et protéger les États vulnérables. D'autres, au contraire, tentent d'exercer des pressions économiques, de retarder l'octroi de crédits ou d'imposer des restrictions commerciales. Mais le Burkina Faso, fort de sa nouvelle cohésion nationale, tient bon. Enfin, cette crise a révélé l'importance de la mémoire collective. Des musées, des expositions et des archives publiques ont été créés pour retracer l'histoire de la souveraineté du pays, ses combats, ses victoires et ses défaites. Les jeunes générations découvrent ainsi que la liberté ne se conquiert pas en un jour, mais qu'elle se défend chaque jour, dans les actes quotidiens comme dans les grandes décisions nationales. Pour conclure, l'affaire du ministre traître n'est pas un simple fait divers. C'est un tournant dans l'histoire du Burkina Faso et de l'Afrique. Elle rappelle que la souveraineté est un combat permanent, qui exige du courage, de la lucidité et un engagement de tous les instants. Ce n'est qu'en affrontant la vérité, en sanctionnant sans faiblesse, en mobilisant toutes les énergies du pays, que l'on peut espérer construire un avenir digne, libre et prospère. La prochaine fois que vous entendrez parler d'ingérence étrangère, demandez-vous « Que puis-je faire, à mon niveau, pour protéger la dignité de mon pays ?» Car la souveraineté, ce n'est pas seulement l'affaire des gouvernants. C'est l'affaire de tout un peuple, uni par la volonté de ne jamais se laisser voler son destin.